Donc j'ai le plaisir d'ouvrir cette nouvelle conférence Hippocrate intitulée « Éthique de la recherche, une malrégulation ». Et c'est Marie-France Mamzer, qui est la présidente du comité de protection des personnes, qui va nous faire cette conférence. Et je dois remercier tout particulièrement Madame Michèle Santon-Jean, qui vient directement de Montréal. Merci pour votre présence. Vous habitez à Paris? Mais pourquoi vous mettez Université de Montréal? Parce que je suis rattachée à l'Université de Montréal. D'accord. Alors, de Paris. Monsieur Claude Hurier, sénateur honoraire que tout le monde connaît, et Jean-François Girard, qui est notre invité de dernière minute, si je puis dire, et on est très content de l'accueillir parmi nous. Et donc, je donne la parole à Christian, qui va introduire, si je puis dire, cette conférence. Monsieur le Président, Monsieur le Doyen, Monsieur le Sénateur, mes amis et chers collègues. Alors, c'est totalement provocateur, le titre. J'espère que vous l'avez bien vu. Éthique de la recherche, une malréglementation. Et pour ouvrir, on va demander, si vous voulez bien, à notre président, qui s'occupe maintenant d'un certain nombre d'universités, de 8 universités ou établissements de l'enseignement supérieur qui ont justement la préoccupation de la recherche, s'il voulait bien nous introduire un tout petit peu le thème, c'est-à-dire comme quoi la recherche, c'est quand même fondamental, et en particulier à Sorbonne-Paris-Cité. On pourrait peut-être commencer comme ça, si Jean-François le voulait bien. C'est-à-dire qu'on a l'habitude, lorsqu'on a un invité de dernière minute, de le faire travailler. Voilà, tout simplement. Donc tu as la parole, si tu le veux bien. Merci. À l'école, on dit qu'il faut payer sa bouteille, c'est ça? Le dernier arrivé paye sa bouteille. Merci beaucoup. Alors effectivement, parce que libéré d'une autre obligation, j'ai proposé de vous rejoindre, parce que ça me faisait... Depuis quelques 50 ans. Deuxièmement, il n'a pas beaucoup changé. Deuxièmement, parce que je savais que j'y verrais des visages connus, et je les reconnais dans l'Assemblée. Et puis parce que les deux invités, je les connais depuis aussi longtemps, pas 50 ans, mais je suis heureux avec vous de partager leur présence et l'honneur de bénéficier de leur expérience. Alors, effectivement, à côté du doyen Berche, je peux me permettre de dire que je vous accueille à Sorbonne-Paris-Cité. Et peut-être que l'acronyme SPC, qui commence à être connu, n'est pas encore une marque, au point que je puisse vous devoir quelques explications sur ce qu'est Sorbonne-Paris-Cité. Je vais faire court quand même, vous rappeler que depuis une dizaine d'années maintenant, ou presque, les pouvoirs publics, prenant acte du fait que le système d'enseignement supérieur de recherche français était très compliqué, peut-être parce qu'on ne connaît pas assez ceux des autres, très éclaté, que les grands organismes de recherche, les universités, les grandes écoles, tout ça faisait son petit boulot dans leur coin, et que peut-être un certain manque de lisibilité, peut-être aussi des conséquences sur la productivité, parce qu'on n'a pas toujours compris à quel point la recherche pouvait aider à une meilleure productivité. Bref, on nous a demandé de nous regrouper. Des lois l'ont proposé, et les regroupements se sont faits d'abord en région, que ce soit à Bordeaux, à Lyon, à Marseille. Ça a été forcément plus compliqué dans la région parisienne, parce qu'il faut le rappeler, je vous le rappelle, la région parisienne, c'est 40% des forces scientifiques françaises. 25% au point de vue économique, 20% au point de vue démographique, 40%, ça fait sourire Max. Mais oui, mais c'est... Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est un atout ou un handicap, mais en tous les cas, ça nécessite forcément des solutions adaptées à cela. Et donc, il y a plusieurs grands ensembles dans la région parisienne, et, avouons-le, le plus gros des plus grands, c'est Sorbonne-Paris-Cité. 120 000 étudiants. Alors, vous direz, voilà, comment vous faites ? Ce qui est important à retenir, c'est que nous sommes pluridisciplinaires. Il y a 4 universités.
Alors je vais les citer, c'est les impairs pour ceux qui ont besoin de moyens mémnotechniques. Paris 3, Sorbonne Nouvelle, on y fait des arts, des lettres et des langues. Paris Descartes, Paris 5, Descartes où vous êtes, où on y fait de la santé et pas seulement de la santé. Paris Diderot, Paris 7, où on y fout très multidisciplinaire, on va dire. C'est le siamois de Paris 6 qui s'est exilé dans le 13e. Et enfin, last but not the least, au point de vue universitaire, Paris 13, Villetaneuse, qui a le privilège de faire que nous sommes le seul ensemble, à la fois intra et extramuros. On anticipe sur ce que sera le Grand Paris dans quelques années, et je crois que c'est un de nos atouts. À côté de ces 4 universités, il y a 4 grands établissements que sont Sciences Po Paris, l'Institut de physique du Globe, les Languedoc, l'INALCO, et l'École des hautes études en santé publique. C'est dire la diversité. Effectivement, on fait coexister Sciences Po, la physique du globe, l'INALCO, et non seulement on les fait coexister, pas seulement sur le plan administratif, mais il se fait des enseignements, il se fait des recherches entre l'INALCO et la physique du globe, pour prendre cet exemple, et c'est dire l'intérêt. Il n'y a pas de champ de connaissances qui ne puisse pas être fertilisé par n'importe quel autre champ de connaissances. Encore faut-il donner l'occasion. Voilà ce que c'est que Sorbonne Paris Cité. Et avec une telle potentialité, l'objectif est effectivement d'être une grande université de recherche et de donner toute sa place à la recherche comme mode d'acquisition de connaissances, bien sûr, mais aussi de mode de formation des esprits. Dans l'expression classique que je crois devoir à Hubert Curien, mais peut-être était-elle encore plus ancienne, la formation à la recherche par la recherche. Ce qui est important, c'est bien sûr la formation à la recherche. On a besoin de jeunes pour nous prendre notre suite dans les laboratoires. Mais la formation par la recherche, c'est encore plus important. Ça s'adresse à plus de gens, parce que former par la recherche, c'est apprendre le doute, c'est apprendre à mettre des hypothèses, c'est apprendre à être stratège, c'est apprendre à les échecs comme les succès, et c'est une formation au point que nous sommes un certain nombre à considérer que le jour où on imposera une thèse à l'ensemble des énarques, on aura fait faire un progrès à la démocratie et à la République. Alors voilà l'ambition de Sorbonne Paris Cité. Je vous signale que je viens de faire sourire, mais l'ensemble des diplomates français est formé par Sorbonne Paris Cité, puisqu'ils passent soit à Sciences Po, soit au Languedoc. Et de fait, lorsque j'ai dit ça au secrétaire général des Affaires étrangères, il en a reconnu le principe, c'est dire notre responsabilité. C'est dire aussi l'obligation de réfléchir comme on le fait chez toi dans ta faculté, que la provocation du titre éthique de la recherche mal réglementation est une double provocation à cause du mal et à cause du réglementation. Faut-il que l'éthique soit réglementée ? Bon, c'est déjà une question et nous sommes ici pour la résoudre. Je rends la parole pour qu'on entre dans le débat que je vous ai présenté, Sorbonne Paris Cité. Vous verrez, il y aura des t-shirts Sorbonne Paris Cité. Non seulement il y aura les t-shirts, mais on les portera, on vous les offrira lorsque vous rentrerez. Je pense qu'on peut applaudir, Sorbonne Paris Cité, parce que c'est chez nous maintenant. Alors, si vous voulez bien, nous avons les excuses de notre président de l'université, Frédéric Dardel, qui, auprès de vous, bien sûr, vous demande de l'excuser. Alors, Éthique de la recherche, une mal réglementation. C'est déjà un livre. Pour certains d'entre vous, vous en avez la publicité à l'entrée, qui a été écrit par, on peut dire, une historienne et un juriste, puisque c'est Madame Michèle Stanton-Jean qui est ici, et le juriste, c'est Pierre Trudel, qu'on a rencontré dans un institut sans mur qui s'appelle l'Institut international de recherche biomédicale, il y a bien une dizaine d'années, lorsque nous, Parisiens, avions été, parce qu'on avait un peu d'argent, à Montréal pour travailler avec eux, puisque nous travaillons tous les ans ensemble. Et lorsque ce livre m'a été offert par Michèle Stanton-Jean, je me dis, mais justement, c'est les mêmes questions que posait ici Jean-François, c'est-à-dire, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt de faire le parallèle, bien entendu, avec ce qui nous est arrivé, avec...
il y a à peu près 3-4 ans, nous avons eu ici, avec le doyen ici présent, beaucoup de courage en essayant de médier un certain nombre de tenants d'une vision de l'éthique de la recherche qui n'était pas exactement la même, rappelle-toi, entre eux. Et c'est, je pense, l'intérêt de demander au sénateur Claude Hurier, qui est bien sûr celui qui, avec Franck Seruscla, a justement fait la loi. Il n'a pas fait les règlements ensuite. D'ailleurs, il s'est souvent battu d'ailleurs contre l'excès de ces règlements. Mais il était important donc de voir comment franco-québécois, il y avait un dialogue là sur justement ces deux contradictions. Premièrement, la réglementation et deuxièmement, bien entendu, le mot mal, comme ceci a été dit. Et de manière à camper la problématique, nous avons demandé à Marie-France Mamzer. Marie-France Mamzer, depuis 2 ans ou 1 an et demi, m'a succédé comme présidente du comité de protection des personnes. Je veux dire, franchement, ça faisait 15 ans que j'y étais. C'était quand même un peu important que je quitte la charge. Donc, elle a déjà accepté cette charge. Et en plus, elle dirige au sein de l'équipe associée qui s'appelle de l'éthique médicale et médecine légale. Elle dirige l'axe 2 de cette équipe qui est justement sur l'application des nouvelles technologies sur le corps, sur les personnes. Et donc, elle était toute désignée pour introduire en quelque sorte le conflit ou les conflits. De plus, tu le sais bien, c'est la personne qui me succédera dans quelques années. Merci, monsieur le doyen. Marie-France, vous, sans ces poumonnets, vous respirez très fort et tout le monde vous écoute. Merci beaucoup. C'est un grand honneur pour moi de parler ici. Je sais que je vais bénéficier des remarques de tout le monde et j'espère que cette présentation va faire débat. En tout cas, c'était son objectif. Alors, j'aimerais bien qu'on se mette d'abord d'accord sur la définition de la recherche en santé, parce qu'il y a plein de typologies, il y a plein de propositions, et donc je pense qu'une des définitions qui peut convenir est celle-ci. C'est une recherche dont l'objectif est un objectif de progression des connaissances dans un intérêt particulier et désirable qui est celui de la santé, l'amélioration de la santé. Et pour ça, elle concerne à la fois un pan fondamental, mais aussi un pan de recherche appliquée, qu'il s'agisse de recherche clinique, de recherche sur le système de soins ou de recherche en épidémiologie. Dans cette conception de la recherche en santé, la question naît de l'identification d'un besoin, et la réponse viendra peut-être de la recherche. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, cette visée est une visée universellement désirable. En tout cas, si on se réfère à la définition de la santé par l'OMS, la santé étant un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité, on ne voit pas bien à quel titre on s'opposerait au progrès visé par cette recherche en santé. Or, un certain nombre de difficultés sont apparues assez rapidement. Et la première, c'est peut-être que la médiation de cette recherche a été longtemps médicale au nom des principes de bienfaisance et de responsabilité. Aux qualités des médecins de l'époque d'Hippocrate, qui avaient l'empathie, qui avaient le désir de rendre service à l'autre, on a rajouté progressivement des compétences grâce déjà à des progrès de la science, et sans perdre la relation de confiance qui s'installe entre le médecin et le malade, on a pu, en mettant en avant la loyauté, se dire qu'on pouvait partager nos incertitudes, nous en tant que médecins, avec les patients, et leur proposer, pour essayer de les surmonter, des recherches. Malheureusement, la réalité, elle est aujourd'hui extrêmement rude. D'abord parce que la réalisation d'une recherche implique des contraintes. La première, c'est de trouver des financements. Et puis la deuxième, c'est qu'on ne peut pas faire de recherche en santé, ou quasiment pas de recherche en santé, sans impliquer la participation de personnes, ce qui aboutit nécessairement, en tout cas aujourd'hui, au déplacement du sujet en objet de recherche et à son exposition éventuelle à des risques qui ne sont pas justifiés par sa prise en charge de soins.
Et bien sûr, l'histoire a rappelé à plusieurs reprises, de façon extrêmement bruyante, la nécessité d'imposer une régulation qui ne soit pas la régulation de la seule bonne foi et des bonnes intentions des médecins. La première des affaires que tout le monde a en tête, c'est bien sûr le procès de Nuremberg qui a abouti au Code de Nuremberg, qui a posé les 2 premiers principes internationaux de l'éthique de la recherche, à savoir la nécessité, avant de faire participer une personne à une recherche, de l'avoir informée, de s'être assuré qu'elle ait compris l'information, qu'elle ait consenti de façon libre, et c'est ça qu'on appelle le consentement éclairé. La deuxième de ces conditions qui permettent de justifier la réalisation d'une recherche, c'est que l'expérimentation envisagée doit être subordonnée au bien de la société. 47, Code de Nuremberg, premier texte de l'éthique internationale. Il y en a eu un autre entre les deux qui s'appelait la Déclaration d'Helsinki, qui a été rédigée à l'instigation des médecins par l'Assemblée médicale mondiale, 1964. Et pourtant, en 1966, un anesthésiologiste, comme disent les anglo-saxons, un professeur d'anesthésie-réanimation, a pu publier dans le New England Journal of Medicine, qui est un excellent journal encore aujourd'hui, très prestigieux, dans lequel tous les médecins et chercheurs en médecine aimeraient bien publier. Il a publié 22 recherches réalisées aux États-Unis sans que les personnes n'aient été informées, sans que leur consentement ait été recueilli, avec pourtant l'accord des autorités et des universités concernées. Alors, je ne vais pas évidemment citer les 22 recherches, juste à titre d'exemple. Il s'agissait d'injection de cellules cancéreuses vivantes à des personnes âgées et séniles placées en institution, de la définition d'un groupe placebo, c'est-à-dire un groupe de patients qui ne recevaient aucun traitement chez des patients atteints de syphilis dans le cadre d'une étude de très longue durée, de l'injection du virus de l'hépatite B à de jeunes résidents d'une institution psychiatrique ou de l'insertion d'un cathéter dans la vessie de nouveau-nés avec prise d'une série de radios de leur vessie. De façon très intéressante, on voit bien là que le prétexte qui aurait pu être pris pour justifier l'absence d'information et de consentement est la grande vulnérabilité de ces personnes, ou en tout cas des personnes et des bébés qui ont été concernés par ces expérimentations, ce qui souligne la difficulté de faire reposer un système d'éthique de la recherche qui ne serait fondé que sur l'autonomie. À la suite de tout ça, on a vu arriver un certain nombre de textes qui ont enrichi la liste qui existait déjà, le Code de Nuremberg, la Déclaration d'Helsinki. Il y a eu ensuite aux États-Unis le rapport Belmont en 1976, puis la Déclaration de Manille en Europe. Enfin, des directives, plus récemment des règlements européens qui s'installent dans l'espoir de participer d'établir plutôt une régulation de la recherche. Et ces principes internationaux de l'éthique de la recherche, qui ont toute une visée normative adaptée aux recherches interventionnelles, on peut les résumer de la manière suivante. Leur esprit est celui de protéger les personnes et leur autonomie au regard des recherches auxquelles elles participent. Les 5 grands points principaux sont: il est absolument indispensable de distinguer clairement ce qui relève du soin et de la recherche. Il est impératif que la recherche se déroule conformément à un protocole précis, que les personnes qui vont participer ou qui participent aient reçu une information avant de participer à cette recherche, qu'elles aient exprimé un consentement éclairé, et enfin que cette recherche soit acceptée par la société, ce qui semble pouvoir être garanti, en tout cas c'était l'idée, par l'intervention d'un comité indépendant appelé Comité d'éthique de la recherche. De ces premiers comités d'éthique de la recherche sur lesquels on va passer très rapidement, on est arrivé très, très vite à la création d'instances, qui sont des instances de régulation. On n'est plus dans la consultation de comités, on est maintenant devant des instances qui vont nous dire oui ou non, vous pouvez ou pas faire cette recherche selon des critères qui sont de plus en plus précis. Et pourtant, les premiers comités d'éthique de la recherche sont apparus dans les années 50 aux États-Unis, puis après dans les années 70 en France, et avaient la forme de comités d'éthique clinique, qui étaient pourtant dédiés déjà à examiner les recherches pour lesquelles un risque particulier, un danger particulier avait été identifié pour les personnes qui allaient s'y soumettre. En 1976, parce que ces comités d'éthique clinique américains n'avaient pas réussi à tenir leur mission, à la suite du rapport Belmont, les IRB, les Institutional Review Board, ont été créés et se sont
désormais de véritables comités d'éthique dédiés à la recherche qui sont payés par l'institution dans lesquelles les recherches sont envisagées, qui sont des comités ouverts aux représentants de la société civile, qui sont destinés à répondre à des questions ponctuelles en rapport avec l'ici et le maintenant. On s'intéresse à la protection des personnes qui vont participer à ces recherches. On ne remet pas en question l'essence même, l'esprit même de cette recherche. En 1970, les premiers comités d'éthique français se construisent sur le modèle de ces comités américains. Ils sont autoconstitués, pluridisciplinaires, situés dans les hôpitaux, fonctionnent sur la base du volontariat, du bénévolat, avec une ouverture inégale sur la société civile, des modalités de saisine variables, pas d'interférence avec le colloque singulier médecin-patient, donc on est bien vraiment dans l'esprit de l'examen des recherches, et leur mode de fonctionnement est celui de l'éthique de la discussion. Les informations sont partagées selon le principe de transparence. Elles sont ensuite discutées avant d'arriver à un consensus qui permettra de poser des nouvelles questions et éventuellement de se mettre d'accord sur la faisabilité et l'acceptabilité des recherches. Les avis de ces comités sont consultatifs et ils ont vécu pendant de très nombreuses années en France, alors qu'en parallèle, des instances supranationales se mettaient en place au niveau de l'UNESCO, du Conseil de l'Europe, au niveau de l'Union européenne, et qu'en France, une instance est créée en février 1983 par décret. Il s'agit du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, CCNE, qui est chargé à ce moment-là de donner son avis sur les problèmes moraux qui sont soulevés par la recherche dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé, que ces problèmes concernent l'homme, des groupes sociaux ou la société tout entière. Ces avis sont consultatifs et le deuxième avis leur permet à ce comité de s'exprimer en faveur de la création de véritables comités d'éthique de la recherche selon le modèle américain pour essayer d'être plus performant dans la participation à la régulation de ces recherches. Depuis, on a vu se mettre en place en France un cadre légal et réglementaire extrêmement précis, assez complexe, qui repose au moins sur 3 lois. La loi Hurier-Céruscla, dont je salue ici l'auteur, enfin le pionnier, le défenseur, le créateur, qui a été modifiée à différentes reprises, la dernière modification datant de 2004. La loi de bioéthique, qui s'est mêlée de la recherche, par le biais de l'attention particulière à la recherche portant sur les échantillons biologiques humains, et la loi CNIL, que les chercheurs oublient souvent, qui est traitée à part et qui pourtant concerne quasiment tous les projets de recherche et qui va complexifier encore la faisabilité et la mise en œuvre de ces recherches. Alors, la loi Hurier-Céruscla de 1988, son énorme intérêt, ça a été de légaliser la recherche et en particulier les essais cliniques, puisque à cette époque, en l'absence d'une réglementation qui l'autorisait, les chercheurs étaient soumis à être condamnés pour coups et blessures volontaires, tentatives d'empoisonnement, etc., si, au terme de la recherche, il se produisait un accident en rapport avec cette recherche. C'était destiné à protéger notamment et à autoriser les recherches portant sur les volontaires sains. Cette protection des participants au sens large du terme concernait donc les médecins et les chercheurs, mais bien sûr les participants. Le mode de régulation prévu par cette loi était un mode de régulation de type déclaratif. Les chercheurs devaient faire une lettre d'intention de démarrer une recherche qu'ils adressaient à l'autorité compétente. Et puis, cette recherche devait être classée au sein d'une première typologie qui individualisait d'un côté la recherche avec bénéfice individuel direct. Il fallait entendre par là une recherche se déroulant dans le cadre du soin. Et puis de l'autre côté, une recherche sans bénéfice individuel direct ou hors des soins et qui visait la recherche vraiment sur les volontaires sains. Cette loi prévoyait la nécessité pour le promoteur de souscrire une assurance pour couvrir les dommages en rapport avec cette recherche, prévoyait des sanctions pour les chercheurs qui ne se soumettraient pas à la règle et bien sûr introduisait légalement l'obligation d'un recueil de consentement éclairé et écrit et de l'information d'un droit à refuser la participation à la recherche. Enfin, cette loi installait des comités d'éthique de la recherche qui étaient consultatifs et qui étaient donc la première forme des comités d'éthique de la recherche qui ont pris le relais des comités d'éthique clinique par rapport
au regard de la société, au regard éthique sur les projets de recherche. En 2004, après plusieurs autres modifications, cette loi est modifiée très en profondeur. D'abord parce que ça répondait à une nécessité qui était celle d'intégrer une directive européenne portant sur les essais cliniques. Ensuite, parce qu'un certain nombre de carences avaient été soulignées par notamment les chercheurs institutionnels qui trouvaient le régime des recherches sans bénéfice individuel direct un peu lourd et disproportionné au regard des risques qu'il faisait courir à certaines personnes qui pouvaient être considérées comme des volontaires sains et qui allaient participer à des recherches qui n'avaient rien d'interventionnel. La loi transforme les CCPP-RB en CPP, qui deviennent donc des comités de protection des personnes dont les missions sont élargies. Elle instaure un régime d'autorisation, de double autorisation, avec d'une part l'obligation d'obtenir l'autorisation de l'autorité compétente, qui a été successivement l'Agence du médicament, l'AFSAPS et qui est aujourd'hui la NSM, et puis les CPP, dont l'avis favorable était indispensable au déroulement de ces recherches. Enfin, le champ de la recherche régulée s'est élargi, et puis la typologie a été changée. On a abandonné la typologie qui était destinée à diviser les recherches interventionnelles en deux catégories pour aller vers une typologie qui était déjà fondée sur le risque, avec des définitions qui ont été extrêmement compliquées et qui prévoyaient en clair trois catégories. La première catégorie qui était la catégorie des recherches biomédicales, qui était en fait toutes les recherches interventionnelles sur le médicament. Une deuxième catégorie qu'on a appelée recherche portant sur les soins courants. Et puis une dernière catégorie qui était finalement ce qu'on appelle aujourd'hui les recherches non interventionnelles. Le cadre juridique français, avec ces trois lois, s'est complètement développé dans un esprit conforme à celui des grands textes internationaux de l'éthique de la recherche et à la Déclaration des droits de l'homme. Les principes qui les sous-tendent sont le droit au respect de la dignité, matérialisé par le respect de l'autonomie, avec des dispositions particulières pour les personnes particulièrement fragiles et vulnérables, et puis le droit à la vie privée dans la continuité du devoir du respect du secret médical. Plusieurs instances de régulation ont été structurées, avec la régulation économique, qui n'est pas une instance et sur laquelle je ne vais pas m'étendre parce que je crois que ce n'est pas de ça qu'on parle, mais des instances qui sont plutôt des instances d'État et d'éthique, la NSM, les CPP, la CNIL, le CCTIRS, la CNIL étant la commission qui examine les projets de recherche au regard de leur acceptabilité vis-à-vis d'un traitement informatisé des données. Cette CNIL ne peut rendre un avis, sauf pour les recherches biomédicales qui bénéficient d'un circuit un peu privilégié, de l'avis d'un autre comité, d'une commission qui s'appelle le CCTIRS. Et chacune de ces deux instances, qui doivent agir successivement, prennent un délai de réponse qui correspond au temps qu'il faut aux commissions pour se réunir et pour examiner les projets de recherche. À la fin, un certain nombre de projets doivent être également soumis au ministère de la Recherche, parfois à l'Agence de la biomédecine, ce qui fait qu'au bout du compte, le circuit de ces projets de recherche est non seulement complexe, mais aussi évolutif et que les chercheurs ont un peu de mal à se repérer. Alors, on va s'intéresser donc aujourd'hui, si vous voulez bien, à cette histoire de valeurs normatives, compris les comités d'éthique de la recherche. C'est clair dans la loi, la recherche biomédicale ne peut être mise en œuvre qu'après l'avis favorable d'un comité de protection des personnes et autorisation de l'autorité compétente. Ces comités de protection des personnes, qui perdent donc leur valeur consultative, qui perdent leur possibilité de s'autoproclamer, doivent répondre à un certain nombre de normes et doivent remplir un certain nombre de missions. Parmi leurs missions, ils doivent rendre des avis délibératifs et motivés dans un délai fixé par voie réglementaire et en amont de la recherche sur non seulement les projets de recherche biomédicale, mais aussi les projets de recherche portant sur les soins courants, les projets de déclaration et de conservation et de préparation d'éléments issus du corps humain à visée de recherche, et éventuellement, si des sessions
financières de collection d'échantillons biologiques sont prévues par les chercheurs à ces demandes d'autorisation qui doivent également être faites au ministère. Enfin, les CPP ont la possibilité, ont le devoir d'examiner les projets d'utilisation d'éléments et de produits du corps humain à des fins scientifiques relevant d'un changement substantiel de finalité. Et là, on arrive dans l'articulation avec la loi de bioéthique qui prévoit que les déchets n'existent plus, mais qu'à partir du moment où un élément issu du corps humain, même s'il a été retiré pour le bien thérapeutique d'une personne, va être réutilisé à visée de recherche, il ne s'agit plus d'un déchet, mais il s'agit d'un échantillon issu du corps humain dont la raison d'être a été thérapeutique, mais dont la nouvelle finalité devient la recherche, et ça répond à cette régulation. Alors pour assurer ces missions, les CPP ont été composés de manière totalement conforme à l'esprit des grands textes de l'éthique de la recherche internationale. 14 titulaires, 14 suppléants, 2 collèges paritaires. Un collège 1 qui est censé représenter les chercheurs, un collège 2 qui, lui, représente la société civile. Dans ce collège 2, il y a 2 représentants d'associations agréées de malades et d'usagers du système de santé. C'est important parce que la validité et les avis la validité des avis de ces CPP est soumise à un quorum. Un quorum à la fois quantitatif, il faut qu'un minimum de gens soient présents, mais aussi qualitatif. C'est-à-dire que ne peuvent être valides des avis de comité que si ont participé aux délibérations au moins un spécialiste en épidémiologie et en méthodologie et au moins un représentant des usagers, ce qui montre bien à quel point les législateurs ont voulu que cette représentativité du regard de la société civile dans ces projets de recherche soit présente. Les comités ont une compétence territoriale. Chaque promoteur qui devient l'interlocuteur privilégié n'a le droit de soumettre son projet de recherche qu'à un seul comité. Et si l'avis est défavorable, il a la possibilité de recourir à une procédure d'appel. Là, comme je vous l'ai dit, cette régulation, elle est double. Les comités de protection des personnes d'un côté, l'autorité compétente de l'autre. Il y a un certain nombre de chevauchements qui s'opèrent entre les 2 types de missions qui arrivent de temps en temps à des désaccords. Et là, la question est parfois un petit peu délicate à trancher, surtout que la bonne coordination entre la NSM et les CPP qui était prévue est quand même un petit peu difficile à mettre en œuvre. Alors, quels sont les sujets sur lesquels on peut avoir à éventuellement se contredire sur la balance bénéfice-risque qui n'est pas évaluée de la même façon. Alors dans ce cas, on a tendance à considérer que c'est la NSM qui a raison, puisque sa mission est d'évaluer la sécurité des produits qui vont être utilisés dans les recherches. L'information du participant sur les risques pour la NSM, l'information sur les conditions de la recherche pour le CPP et la demande de la mise en place d'un comité de surveillance. À côté de ces missions sur les recherches interventionnelles, je vous ai expliqué que les CPP avaient aussi des missions par rapport aux collections biologiques, avec des missions qui sont complexes, puisqu'il faut évaluer la qualité de l'information des participants, évaluer les modalités de recueil du consentement, évaluer la pertinence éthique et scientifique du projet, vérifier la légitimité de prélever des personnes vulnérables, toute une liste de tâches qui sont listées et auxquelles nous devons nous soumettre. Nous avons aussi la possibilité d'accorder une dérogation à l'obligation légale d'informer les personnes sources lorsqu'un changement de finalité est prévu pour l'utilisation d'un échantillon biologique d'origine humaine. Alors, si on regarde les choses comme ça, mis à part le fait qu'on se trouve dans un système très régulateur et qu'on ne voit pas très bien forcément quelle est la place de l'éthique dans cette évaluation de ces projets, on pourrait s'imaginer que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, en tout cas qu'on va dans le bon sens. Et pourtant, nous sommes confrontés tous les jours à nos limites. Et nos limites,
sont nombreuses. D'abord, nous sommes composés de membres bénévoles, ce qui fait qu'un certain nombre de gens ont un petit peu de mal parfois à se mobiliser pour venir. Alors heureusement, dans notre comité, puisque nous travaillons de façon tout à fait conviviale et que chacun a droit à la parole, nous avons un taux d'assiduité qui est excellent. Néanmoins, un certain nombre de comités sont obligés de déplacer et de remettre leurs réunions parce qu'ils n'ont pas atteint le quorum. Nous engageons la responsabilité de l'État, même si nous sommes indépendants, et nous sommes donc là pour assurer le regard de la société civile sur les projets de recherche, voir l'acceptabilité au regard des principes internationaux de l'éthique de la recherche et travailler dans l'esprit de la protection des personnes, le tout sans avoir reçu, pour la plupart des membres, de formation spécifique. Avec, à la fin, un esprit et un mode de fonctionnement extrêmement variable d'un comité à l'autre, avec des comités qui se positionnent en instance de régulation normative, point, et puis d'autres qui se dédient à la protection de la personne en visant à la promotion d'une recherche de qualité et qui sont plus dans une démarche didactique et d'échange vis-à-vis des chercheurs pour les aider à se repérer et puis voir avec eux comment on peut améliorer les choses. Néanmoins, cette disparité de pratiques arrive à la remise en question assez profonde, notamment par les promoteurs industriels, de la légitimité de ces avis des comités qui sont pourtant là pour éventuellement, si ça leur semble nécessaire, interdire les recherches. Alors je vais prendre 2 exemples de difficultés auxquelles nous sommes confrontés pour partager avec vous et que vous rendiez compte. Avis sur les collections, qualification des recherches. Vous avez vu la typologie, 3 types de recherches, et en fait, dans les missions des comités, nous avons le devoir de vérifier que la qualification de la recherche qui nous est proposée est la bonne. Pourquoi ? Parce que vous allez voir aussi que ça va changer le mode de régulation et le nombre des instances qui vont intervenir dans cette régulation. Alors, à l'apparition de la loi, nous avons été confrontés d'emblée à un blocage qui était celui du délai de parution des décrets. Parce que d'un côté, on nous disait, et les chercheurs l'attendaient avec beaucoup d'impatience, bien les recherches portant sur les soins courants, qui ne font pas prendre de risques énormes aux patients, sont des recherches pour lesquelles le dispositif de régulation doit absolument être allégé. Et on leur a annoncé ce dispositif-là. Et donc, tous les projets de recherche classés ou qualifiés par les promoteurs comme recherche portant sur les soins courants sont arrivés dans les comités qui ont eu l'interdiction formelle de les traiter car les décrets d'application n'étaient pas parus. Ça a bloqué la recherche pendant à peu près 1 an et demi pour tous les comités. Certains, comme nous, ont fait les trublions, ont rendu des avis éthiques, mais nous étions tout à fait hors la loi. Ensuite, il y a eu une difficulté d'appropriation de la nouvelle typologie, non seulement par les chercheurs, mais aussi par les CPP, qui ne comprenaient pas de la même façon les textes. Ça aboutit à une déception des chercheurs, à des tensions, parce que, en parallèle de cette modification de la typologie, et malgré l'esprit de simplification qui avait été prévu, en fait, les procédures sont restées extrêmement compliquées, même encore plus compliquées pour les projets de recherche portant sur les soins courants, car la procédure d'autorisation par la CNIL était finalement beaucoup plus lourde que celle qui régit la recherche interventionnelle. Enfin, ça laissait de côté complètement les projets de recherche non interventionnels qui n'avaient pas de comité d'éthique pour leur rendre un avis qui les aurait bien aidés pourtant pour leur publication. Alors, je vous ai mis 2 diagrammes sur lesquels on ne va pas s'étendre, évidemment, juste pour vous montrer. Lorsqu'un projet de recherche utilise des échantillons biologiques, eh bien, il faut quand même être fort et avoir bien travaillé les textes de loi pour savoir si, en fonction que la collection de sang ait été directe, intentionnelle au moment de la recherche et pour les besoins de cette recherche, ou en fonction que les échantillons biologiques soient déjà disponibles, soit à l'occasion d'une extraction thérapeutique et d'un changement de finalité pour la recherche, soit avec l'usage d'une collection déclarée, eh bien, les modalités d'autorisation de ces recherches vont être variables, allant, pour le plus compliqué, jusqu'à la nécessité de prendre une assurance, la recherche d'un consentement après avoir donné une information, et l'avis du CPP, bien sûr, tout ça étant sous-tendu par l'avis de la CNIL. Par ailleurs, en fonction de la nature de la recherche autorisée, même si on utilise des échantillons déjà prélevés,
si la génétique est en jeu, on ne se contentera pas du dispositif très léger prévu qui est celui de la recherche d'une non-opposition de la personne source, mais il faudra retourner à la personne pour s'assurer qu'elle est bien d'accord et qu'elle exprime un consentement éclairé par rapport au fait que cette recherche va être réalisée à partir de ces éléments. Le deuxième diagramme est encore plus compliqué. Je ne m'en excuse pas parce que je crois que c'est important que vous voyez. Et il est destiné à vous montrer que si cette recherche interventionnelle, qui a été divisée en recherche biomédicale avec les CPP, laquelle les CCPP-RB, dont la plupart se sont transformés en CPP, étaient familiarisés, ne pose pas de difficultés particulières par rapport au cadre réglementaire précédent. La recherche portant sur les soins courants a finalement pu être classée dans les recherches interventionnelles. Et pour la recherche non interventionnelle, on arrive à un imbroglio complet avec des difficultés de s'entendre entre la DRC qui propose que les recherches qui portent sur des échantillons biologiques et pour lesquelles il n'y a pas d'autre intervention sur la personne qu'une prise de sang soit donc une recherche non interventionnelle, et les CPP qui s'intéressent de savoir quelle est la quantité de sang qui a été prélevée, quel est le nombre de prélèvements qui ont été réalisés, etc., avant de se décider pour dire oui, c'est une recherche non interventionnelle, ou bien non, on est dans le cadre des recherches interventionnelles, ce qui là, puisqu'il ne s'agit pas d'une recherche portant sur les soins courants, va imposer exactement le même régime de difficultés, notamment financières, pour que cette recherche soit conduite. Je vous ai mis le diagramme de la CNIL qu'on ne va pas du tout commenter, mais c'est pour vous sidérer et vous montrer avec quelle complexité nous sommes obligés de traiter, nous chercheurs, nous membres de comités de protection des personnes. Alors l'évolution annoncée du cadre réglementaire est-elle une réponse aux besoins de l'éthique de la recherche ou va-t-elle vers plus de normativité ? En tout cas, elle propose une nouvelle typologie qui semble très pragmatique. Les recherches vont être divisées désormais en 3 catégories. Les recherches interventionnelles qui vont recouper exactement les anciennes recherches biomédicales, recherche portant sur les médicaments, recherche portant sur les dispositifs médicaux, recherche portant sur les produits de santé. Les recherches interventionnelles, mais qui ne portent pas sur cette liste de produits et qui ne comportent que des risques et des contraintes minimes, pour lesquelles nous attendons donc avec les décrets les règles de bonne pratique, et les recherches non interventionnelles qui, elles, deviendront, comme vous allez le voir tout de suite, soumises également à une régulation qui va être variable, enfin des modalités de régulation qui seront variables en fonction du degré de risque qui sera fait courir aux participants. Le risque envisagé ici n'étant que le risque physique et la contrainte physique, avec la nécessité pour toutes ces recherches de procéder, pour tous les chercheurs de procéder à l'information des participants, des modalités de recueil de consentement qui sont de l'ordre du recueil du consentement explicite, écrit ou non écrit pour les recherches non interventionnelles, une simple recherche de non-opposition pour les recherches non interventionnelles et un avis de CPP qui devient prévalent pour toutes ces recherches. Nous attendons évidemment des difficultés. La première, ce sera de comment évaluer le risque. Aurons-nous les compétences, puisque toutes les recherches portant sur la personne humaine vont nous arriver, aurons-nous les compétences disciplinaires pour nous prononcer, et notamment pour remplir notre mission d'évaluation de la qualité du projet de recherche? Quel sera le périmètre, ou quel est le périmètre qu'il faudra retenir pour la notion de personne? Est-ce que nous parlons d'un individu vivant, de ses données personnelles aussi, de ses échantillons biologiques, ou d'un être humain vivant en tant que membre d'une société? Les difficultés viendront bien sûr encore de la multiplication ou de la persistance de la multiplication des instances, avec un risque d'avis contradictoire qui probablement va augmenter, surtout si le CC-TIRS reste un élément important dans l'évaluation. Et puis un mélange des enjeux dans un cadre normatif unique, avec des recherches interventionnelles qui ne posent clairement pas les mêmes enjeux que les recherches épidémiologiques, et puis surtout des nouveaux paradigmes de recherche et de médecine qui se confondent, comme la médecine de précision qu'on a appelée par le passé médecine personnalisée ou médecine ciblée. Alors nous avons, à l'instigation de Christian Hervé, en attendant ces nouvelles normes, décidé de développer une réflexion éthique en se mettant vraiment à proximité des chercheurs et en utilisant la valence de notre CPP
en tant qu'IRB, reconnu aux États-Unis, inscrit sur la liste, pour fonctionner avec des comités d'éthique hospitaliers, qui se mouraient, et qui, en fait, sont extrêmement précieux pour nous aider à examiner les projets de recherche qui sont aujourd'hui non couverts par la loi. Ça nous fait gagner du temps. Et comme nous avons mis au point une méthodologie qui nous permet de travailler avec eux, avec obligatoirement 2 membres du CPP dans ces comités, nous avons là une mission didactique et nous essayons d'expliquer au comité d'éthique des hôpitaux comment faire pour travailler dans le respect des principes de l'éthique de la recherche internationaux, comment faire pour travailler en s'affranchissant des liens d'intérêt, comment faire pour être sûr que le projet que nous sommes examinés ne relève pas d'un cadre réglementaire déjà précisé, ce qui n'est pas la plus mince des affaires. Et dernier exemple, mon deuxième exemple et mon dernier exemple, pour vous montrer comment ce cadre aussi bien fait et aussi normatif qu'il se veut est mis en défaut avec celui des entrepôts de données. Les entrepôts de données sont des nouveaux logiciels informatiques qui permettent de rassembler des données provenant de tous les logiciels de soins et de recherche existants. Et ces entrepôts de données qui sont en train de se mettre en place partout dans le monde, avec déjà, pour certains pays, des entrepôts qui sont en route et qui, en France, sont en train de se construire, introduisent une porosité totale entre le soin et la recherche. Pourquoi ? Car les données d'intérêt pour les futures recherches sont non triées. Toutes ces données peuvent être éventuellement intéressantes, donc toutes sont importées. Les sources possibles sont donc toutes les sources d'informations qui existent dans les hôpitaux et dans les bureaux des chercheurs. Les champs d'application sont énormes. La médecine de précision, que ce soit dans le champ du cancer ou hors du champ du cancer, les maladies rares et orphelines, la santé publique et les vigilances, et bien sûr le développement pharmaceutique dans le cadre de ces nouvelles médecines ciblées. La recherche sur entrepôt de données, elle sous-entend plusieurs modes de participation à la recherche, qu'il s'agisse juste d'accepter ou de prêter ces données pour les besoins de cette recherche, que ces données soient éventuellement couplées à des échantillons qui sont déjà collectés, ou bien qu'il s'agisse de consentir implicitement à être recruté pour une recherche interventionnelle après que le traitement informatique de ces différentes données ait mis en évidence le fait que la personne concernée possède les caractéristiques qui permettent de lui proposer un nouveau traitement. L'information des personnes sources est donc à imaginer, car elle n'est pas encore faite, avec une imagination qui doit porter sur les modalités de recueil, la traçabilité de l'information et du consentement. Peut-on se satisfaire d'une non-opposition? Et bien sûr, une organisation pour que les résultats globaux de cette personne, de ces recherches, puissent être rendus aux personnes. Ces plateformes de ressources sont dédiées à fonctionner en partenariat. Je vous ai dit tout à l'heure rapidement que, bien sûr, pour faire une recherche, il fallait de l'argent. Et l'argent, il vient de grosses structures. Elles peuvent être publiques, on parlera alors de partenariats institutionnels ou privés. Et ces recherches, ces partenariats vont donner lieu à des recherches non interventionnelles sur ce que j'ai appelé de façon un peu familière des néocohortes, qui vont éventuellement nécessiter la levée de l'anonymat lorsque les données qui ont été récupérées ne permettront pas de répondre à toutes les questions et qu'on aura besoin de revenir au dossier, qui peuvent être couplées à des recherches sur échantillons biologiques et qui surtout vont déboucher sur de nouvelles modalités, de nouvelles formes de recherche interventionnelle avec des nouvelles hypothèses et puis des modalités de recrutement plus efficientes. On est devant une nouvelle réalité avec une logique de rendement, des intérêts en jeu qui sont multiples, bien sûr scientifiques et médicaux, mais aussi sociétaux avec une dimension de santé publique évidente, financier, humain. Et aujourd'hui, eh bien, nos instances de régulation sont complètement confrontées à leurs limites. Nous avons les plus grandes difficultés, compte tenu de l'étendue des potentialités de ces entrepôts, compte tenu des bouleversements de la question du droit au respect de la vie privée, compte tenu de l'absence de projet préalable au moment de la constitution de ces entrepôts, personne n'est capable de se repérer dans l'acceptabilité a priori de ces recherches et nos instances ne sont pas du tout prêtes à se mouiller. La première étant la CNIL qui pour l'instant ne prend pas la peine même d'examiner les projets en se disant on verra bien et en laissant passer le temps alors qu'ailleurs, notamment aux États-Unis, ces grands entrepôts sont déjà efficaces. Nous sommes donc confrontés à de nouvelles questions éthiques
compte tenu du bouleversement du champ des possibles de la recherche en santé, avec cette porosité entre le cadre de la recherche et celui du soin, la multiplication des opportunités de partenariat, la question derrière qui arrive très vite de la valorisation des données, des recherches qui peuvent être réalisées en autonomie sur les entrepôts et qui constituent désormais légalement une forme particulière de recherche impliquant les personnes humaines, soit sous la forme de recherche non interventionnelle, ce qui implique la réflexion sur la notion de changement de finalité et de requalification des données, qui est déjà prévue par la loi du 4 mars 2002, mais de manière extrêmement restrictive et qui ne permet pas de répondre aux besoins de ces entrepôts. Nous sommes donc en train de remettre en question, peut-être, les principes d'autonomie et de secret, compte tenu du risque d'exclusion et de perte de chance pour les personnes qui n'accepteraient pas de partager leurs données au sein de ces entrepôts. Et ça au profit des principes de transparence, solidarité et réciprocité. Et je me demande si on n'est pas là devant la nécessité de faire une nouvelle place aux patients en tant qu'acteurs de la régulation de la recherche. Puisqu'historiquement, la place du patient dans la recherche était, on va dire, centrale, ce qui la soumettait à diverses tensions. La recherche était promue par un promoteur en rapport avec déjà des partenariats, des liens au conflit d'intérêts à discuter entre ces différents acteurs, des objectifs et une protection de ce participant qui ici était central mais ne participait pas à autre chose qu'à prêter son corps à cette recherche. Nous sommes dans une vision de la recherche qui travaille sur le principe d'inclusion ou d'enrôlement. La personne est passive, on vérifie qu'elle n'est pas contre, mais elle n'a pas participé à sa conception. Aujourd'hui, la place des patients en recherche a déjà changé. Ils participent aux instances de régulation, ne serait-ce qu'au comité de protection des personnes. Ils créent des comités de patients qui peuvent relire les notices d'information, éventuellement les écrire et participer au suivi des recherches. Certains d'entre eux, dans le cadre d'associations, vont même proposer une promotion des recherches. Et finalement, on peut être là devant un nouveau partenariat qui pourrait être d'avenir, durable, dans une visée d'éthique de la recherche en action, avec non plus le patient qui est central, mais la recherche qui est centrale, et qui se décide sous l'effet de la volonté d'un consortium de participants institutionnels, industriels, patients, et équipe de recherche transdisciplinaire. Pourquoi ? Parce qu'en conclusion, ce que je voulais vous proposer, c'est de partager la réalité que la régulation actuelle, qui est lourde, complexe et trop normative, ne nous permet pas de nous concentrer sur les nouveaux questionnements de la recherche. Et je propose de sortir de cette éthique procédurale et normative pour aller vers une éthique de la recherche en action, avec des volets de recherche en éthique transdisciplinaire dans tous les projets de recherche innovantes, incluant des représentants des patients et de leurs proches ou des membres de la société, et puis des recherches autonomes en éthique transdisciplinaire pour avoir une approche conséquentialiste dans le cadre d'une éthique de la responsabilité et réfléchir sur l'acceptabilité des nouveaux enjeux et les modalités des recherches envisagées, en identifiant les changements culturels, comme par exemple cette espèce de concept de transparence qui apparaît aujourd'hui dans la société et qui a tendance à s'opposer au secret, en reconnaissant mieux les fragilités plus qu'en mettant en avant l'autonomie et en luttant, puisqu'on aura plus de transparence, contre la stigmatisation et l'exclusion. La réflexion sur les mesures de protection individuelle et collective à mettre en œuvre hors du cadre de la recherche interventionnelle est ici une priorité. Enfin, je plaide pour une simplification des circuits de régulation des recherches avec une évaluation mixte, éventuellement une évaluation normative pour les recherches pour lesquelles on a réussi à se mettre d'accord sur les normes à imposer, et puis une évaluation éthique qui s'intéresserait à la protection des personnes concernées ici et maintenant. Et je termine par cette phrase, même si ça fait un peu cucul-la-praline, que j'ai issue du livre Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, parce que effectivement, ce que dit la rose au petit prince qui s'apprête à la protéger est peut-être ce que nous diront les patients si nous leur donnons plus de place dans l'évaluation de l'éthique des recherches, non pas en tant qu'instance extérieure, mais en tant que personne concernée dans un groupe de recherche en éthique inclus dans le projet de recherche. Il faut bien que je supporte 2 ou 3 chenilles si je veux connaître les papillons. Voilà, merci. Merci donc
au docteur Mamzer de manière à bien expliciter, puisque nous sommes là tous d'extraction un peu différente, et c'est loin d'être évident d'avoir une vision, je dirais, assez complète, et nous l'avons là. Monsieur le sénateur et cher ami, tu veux bien prendre la parole maintenant? Parce que je crois que c'est maintenant qu'un témoignage, puisque toi-même as vu comment les postulats vis-à-vis d'une nouvelle régulation qui s'appelait la loi Jardé, comment tu prévoyais à cette époque-là un certain nombre de problèmes. Et ce qui serait intéressant, c'est de voir comment, maintenant, avec ce qui a été dit, comment les éléments, tu les retrouves, comment toi-même en as d'autres. Donc tu as la parole. J'aurais préféré garder un petit peu de temps pour me remettre de l'exposé précédent, parce que si je réagis à chaud, non pas du tout que je vais être critique et méchant pour celle qui vient de rapporter très clairement la situation actuelle, mais surtout pour faire la critique de cette évolution dont elle a d'ailleurs souligné d'une façon très objective les effets que je considère comme dévastateurs. C'est-à-dire que l'objet des modifications au cours des 10 dernières années de la loi de 88, c'était affirmé, d'ailleurs souvent par les mêmes, une volonté de simplification. Or, vous convenez vous-même qu'on est dans un système de plus en plus compliqué, dans lequel la protection des personnes, qui était quand même le point de vue de départ de cette loi de 88, est quelque peu oubliée, au bénéfice finalement, dit-on, d'une simplification des pratiques des chercheurs. On est en pleine contradiction. Et ce qui me navre, c'est que grâce à l'hospitalité déjà de Christian et peut-être bien de Patrick Berge, qui était déjà dans ses fonctions, en 2010, il y avait eu ici un débat qui d'ailleurs, m'a-t-on dit, avait été assez orageux, ce qui prouvait que ni Jardé ni moi on s'était maîtrisés, et dans lequel j'avais fait apparaître, chacun s'en souvient, la complexité et les difficultés ou les impossibilités d'appliquer une loi qui était de plus en plus compliquée et qui confondait, entre autres, les objectifs, c'est-à-dire la protection des personnes, dont vous avez dit très justement qu'il en reste quelque chose. Je dis du bien de son intervention, alors la distrait pas, parce que vous avez reconnu que ce qui était homogène, c'était la recherche biomédicale, et que tout le reste, finalement, ne l'était pas. Et ce que j'avais dit, je crois m'en souvenir, c'est qu'il y avait une confusion des esprits qui, un jour ou l'autre, rendrait ces textes illisibles et inapplicables. Et je prends quelques mots-clés par votre intervention. Je borderai, si j'y parviens, mon intervention sur qualification, simplification, évaluation. Ce sont des termes que vous avez utilisés et j'ai déjà évoqué cette idée de simplification alors qu'on est dans un système complexe dans lequel personne ne se reconnaît, dans lequel d'ailleurs les difficultés pour apprécier et définir la nature même des recherches, dont la plupart d'entre elles d'ailleurs ne sont pas des recherches, parce que parler de recherche dans les soins courants, c'est confondre, et je crois que je l'avais déjà dit, ce qui était une évidence, ce qui aurait dû le rester, entre l'évaluation des soins et la recherche sur les soins, ce n'est pas du tout la même chose. Autrement dit, parler d'une recherche sur les soins courants, c'est vraiment un signe d'une confusion dont les CPP sont finalement les victimes. Puisque cela a été dit aussi, c'est quelquefois très difficile de qualifier, lorsqu'on est saisi d'un projet de recherche, de qualifier de quelle recherche il s'agit. D'où d'ailleurs des conflits que l'on demande d'arbitrer à l'autorité administrative. Je ne force pas le trait, vous savez très bien d'ailleurs que c'est ce constat qui maintenant devrait entraîner une sorte de panique par rapport à des textes de loi. Je ne sais pas si on est déjà dans le cadre des mal-réglementations, on en parlera plus loin, mais plus on va vers un système complexe pour répondre à des situations particulières qu'on individue d'une façon tout à fait arbitraire, plus on crée un embrouillamini dans lequel le citoyen ne se retrouve plus. Donc tout ça à propos de la simplification. Alors qualification, je viens d'esquisser à l'instant. Quelle est la différence entre la recherche observationnelle, la recherche, je ne sais plus d'ailleurs, je m'en mêle, puis je vous dirais que je ne lui attache aucune importance, si ce n'est comme un objet de confusion. Que ce que c'est également qu'une recherche sans caractère de gravité, sans gravité particulière. On est en plein délire. Puisque, comme je l'avais dit, quand on est dans une recherche, on cherche à connaître une situation et à en prévoir l'évolution. Autrement dit, le bénéfice-risque
qui était aussi au cœur de nos débats, entre autres avec Jardet, qui a été confié d'une façon aussi surprenante dans les missions des CPP, qui d'ailleurs maintenant ne sont plus consultatifs, mais qui sont décisionnaires, ce qui leur donne d'ailleurs une responsabilité particulière. Et entre autres, dans leur mission, on leur dit évaluer le bénéfice-risque. Comment évaluer le bénéfice-risque dans des techniques ou dans des prescriptions thérapeutiques de nouvelles molécules qui sont innovantes et dont précisément l'objet de la recherche, c'est de bien définir quel est le bénéfice et quels sont les risques. Et on va demander donc à cette institution qui en peut, mais d'établir une prise de prendre position sur le bénéfice-risque. Donc plus on qualifie, on distingue des catégories, plus on alourdit les tâches d'une instance qui est maintenant décisionnaire. Donc j'ai dit complication, qualification, et je vais terminer par évaluation. Parce que vous avez à plusieurs reprises parlé d'évaluation. Le seul point que vous n'avez pas évoqué, c'est le fait que les comités n'ont jamais été évalués. Et que, sans vouloir remonter dans l'histoire, dès 2001, un travail du Sénat, ça a été d'ailleurs le dernier auquel j'ai participé avant de quitter le Sénat, donc ça m'a quand même marqué, à la fois mon départ, mais aussi ce rapport. J'avais évoqué la nécessité d'évaluer des comités, alors même qu'ils n'étaient que des comités consultatifs. Depuis qu'ils sont décisionnaires, dont vous avez dit vous-même, je vous cite, qu'ils agissent et ils sont finalement un des rouages de la responsabilité de l'État. C'est bien ce que vous avez dit. Comment imaginer que des instances dont vous reconnaissez en tant que présidente d'un CPP, qu'ils sont un rouage en termes de garantie finalement pour le citoyen, quelle que soit la recherche vraie ou fausse à laquelle il participe. Et ces instances n'ont jamais été évaluées. Il faut quand même comprendre, mesdames, messieurs, que c'est quelque chose de choquant. On évalue bien des structures dont les responsabilités ne sont pas de même nature. Et pour finir par un coup de griffe à Jardet, paix à son âme, je voulais vous dire que le dernier contact que j'avais eu avec lui, alors qu'il était encore député, il m'avait téléphoné pour prendre gentiment de mes nouvelles. J'ai pensé d'ailleurs qu'il allait plus mal que moi. Mais je lui dis, mais il y a au moins une chose que tu aurais pu mettre dans l'évolution de ta proposition de loi, c'est-à-dire d'un texte dont le parlementaire prend la responsabilité. Je lui dis que tu aurais pu aussi mettre des dispositifs concernant l'évaluation des comités. Réponse de Jardet, oui, j'avais bien pensé. Tu as raison, je voulais le faire, mais on m'a dit que ça serait réglé dans un autre texte. Eh bien, quand vous avez une citation, un souvenir comme celui-là, premièrement, vous vous demandez quelle est la liberté d'un député et d'un parlementaire qui prend l'initiative d'une proposition de loi, et qui est ce « on » qui a donc bien reconnu qu'il faudrait bien évaluer ces structures et qui, 3 ans après, n'a pas été fichu de réaliser ce qui m'apparaît comme une nécessité. En tout cas, merci beaucoup de votre exposé. J'ai beaucoup appris, mais j'ai aussi beaucoup de confirmations. Et je vous plains, madame, de présider un comité parce que les difficultés qui vous attendent ne sont rien à côté de ce qu'il y a déjà, enfin, sont encore plus importantes et inquiétantes que ce que vous avez déjà à gérer. On invitera Jardet un de ces jours pour qu'il donne son avis, bien entendu. Eh ben je ne viendrai pas. Parce que ça, ben non, mais ça sera totalement inutile. Mais tu étais venu la dernière fois, mais et c'était lui qui... Il avait accepté. Oui, mais maintenant, c'est pas la peine, il n'est plus député. Et moi, je suis plus sénateur, ça n'a plus d'intérêt. Bien. Maintenant, nous tournons vers le Québec, vers le Canada. Alors, Michel Stanton-Jean, est-ce que c'est aussi difficile, compliqué, et est-ce que le titre de mal régulation s'appliquerait en fonction de ton expérience et du livre que vous avez fait ensemble? Tu as la parole. Oui, merci. Je peux demeurer assise? Parce que je voudrais dire quelques éléments. Oui. Je vais commencer avec une citation qu'on retrouve dans le livre et qui est écrite par Guy Bourgeot, qui est un éthicien de longue date. Alors, il écrit, lui, « L'éthique échappe aux cultures et aux règles dans lesquelles on tente inlassablement de l'enfermer. » Alors, je trouve que c'est très intéressant parce qu'en fait, le propos de notre livre, on a appelé « malréglementation », comme on dit, « malbouffe ». Et
l'idée était de réunir plusieurs chercheurs qui se plaignaient de trop de bureaucratie, trop de réglementation. Et on a dit, on va faire un petit colloque qui s'appelait « L'éthique de la recherche est-elle, attendez, je vous donne le titre exact, est-elle possible et à quelles conditions ?» Et donc, on s'est dit, bon, on viendra peut-être une trentaine de personnes. Et après 2 jours, on avait 125 personnes, des chercheurs, et de toutes disciplines, parce qu'on a inclus les sciences humaines. Et donc, on a premièrement changé de salle et deuxièmement décidé de faire le livre. Donc, je vous donne, pour répondre à la question de Christian, est-ce aussi difficile? Je vous donne quelques titres des chapitres qui sont écrits par les participants du colloque, ceux qui intervenaient, à la recherche d'un contrôle illusoire. Perspective d'un jeune chercheur, les aventures d'un juriste en terre étrangère, des enjeux éthiques à l'évaluation éthique, une nouvelle infection du chercheur en génomique, pour une réflexion sur l'état actuel de l'éthique de la recherche, l'éthique de la recherche, nature, obstacles et tensions, écrit, ce texte est de Guy Rocher, un sociologue très connu, cultiver des attentes pragmatiques à l'égard des comités d'éthique, quand éthique et loi se confrontent, intégrer l'éthique dans la recherche, et les CER, ce sont les comités d'éthique de la recherche, sont-ils en train d'étrangler la recherche en épidémiologie? Alors, ça vous donne un peu les grandes lignes du bouquin. Et plusieurs des questions qui ont été évoquées ce soir rejoignent les questionnements qu'il y a au Québec. Donc, je dois dire que je mentionnerai peut-être 2 textes aussi qui peuvent être intéressants pour vous. La Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme, qui a été approuvée par les 195 pays de l'UNESCO en 2005, qui contient plusieurs des éléments qui ont été évoqués, principes, et particulièrement comment on peut travailler à l'échelle mondiale sur certains projets de recherche qui peuvent inclure des chercheurs de plusieurs pays. Cette déclaration, j'étais la présidente du comité qui l'a fait et Claude Huriet était membre du comité qui a rédigé ce projet. Et ensuite, il y a aussi la Convention du Conseil d'Europe qui s'intitule Convention sur les droits de l'homme, la biomédecine et la biomédecine du Conseil de l'Europe, qui date de 1997, celle-là. C'est 2 textes quand même intéressants parce que c'est adopté par des États et pas seulement par l'Association médicale mondiale, etc. Donc, je pense que ces 2 textes, je trouve importants. Donc, pour aller rapidement, parce qu'on nous a donné 10 minutes, au nombre des problèmes que nous avons et qui sont évoqués dans le livre et que certains ont été mentionnés par Mme Mamzelle, le partage des données et l'accès. Alors, tous ces fameux entrepôts, ces banques de données qui contiennent beaucoup d'échantillons et que parfois on dit qu'on doit les détruire après 5 ans, on doit ou recontacter les personnes qui souvent sont décédées et ça c'est très compliqué à faire. Donc c'est un énorme problème. Hein? Consulter les personnes décédées, c'est assez compliqué. Alors, souvent, on dit, bon, ben, on va obtenir l'autorisation du comité d'éthique, ce qui est aussi compliqué. Donc, ce partage, cette utilisation des entrepôts, et pour reprendre ce que Marie-France disait, qui disait qu'il fallait confronter les chercheurs au projet de société, nous, dans la déclaration, on a dit il ne faut pas que le droit individuel, il faut que le droit individuel prime sur celui de la société. Et moi, je n'étais pas certaine qu'il fallait le dire comme ça, parce qu'actuellement, je crois que ces entrepôts et toutes ces recherches qui ont été faites, on peut les identifier comme des biens communs. Et biens communs, ça veut dire qu'on rejoint là des objectifs qui concernent toute la société. Et il se peut que moi, j'ai envie qu'on utilise des données que j'ai données, des échantillons biologiques, et que je sois morte et enterrée, et je dis, je veux qu'on les utilise et qu'on soit empêché de le faire, parce à cause de toutes les règles qui existent. On a beaucoup de questions, justement, au sujet aussi de la confidentialité. On peut faire un lien avec les entrepôts, sur ce qu'on appelle le retour des résultats. Ce qu'on doit dire aux patients qui ont participé à des recherches, des résultats que nous obtenons et qui ne concernent pas directement la recherche. Alors, je vais assez vite. Les placebos,
ce que j'ai dit, les utilisations secondaires et surtout aussi la recherche en épidémiologie. Il y a des chercheurs chez nous qui ont eu des fonds pour faire des recherches avec plusieurs pays en épidémiologie, par exemple sur l'amiante, le tabac, et qui n'avaient pas accès aux données qui avaient été conservées pour toutes sortes de raisons de confidentialité, que le consentement n'avait pas été demandé à l'époque, etc. Donc, ils ont perdu cette participation à des projets de recherche. Il y a aussi évidemment, la lenteur des approbations, les avis différents, parce que vous pouvez avoir plusieurs pays impliqués ou plusieurs centres de recherche ou plusieurs hôpitaux qui donnent des avis différents. Alors, ce qu'on appelle le multicentrisme, c'est une autre grande difficulté. Donc, ce sont certains éléments que je voulais mentionner. Et aussi les recherches évidemment, qui impliquent les pays en développement ou les pays pauvres, où il n'y a pas de comité d'éthique, où on fait parfois n'importe quoi, des essais cliniques ou des recherches qui n'ont aucun sens. Donc, je vais conclure en disant que parfois, c'est une autre citation du livre, on transforme des principes flous en normes rigides pour se dédouaner. C'est-à-dire que vous pouvez avoir dans des centres de recherche, on dit, bon voilà, ce sont les normes, et là, le conseil d'administration va dire, maintenant, on est protégé, alors que l'éthique appelle souvent des contextualisations, des prises en compte de différents éléments selon les sociétés, les cultures, les Autochtones chez nous, les Inuits, et qu'il faut contextualiser et qu'on ne peut pas seulement utiliser ce qu'on appelle les to-do lists. C'est cela, c'est cela, c'est cela, ça ne fonctionne pas. Alors ça, c'est, je crois, quelque chose d'important. Donc, on fait, au nom de l'éthique, souvent, on a des principes de plus en plus rigides qui me font me poser la question à la fin, parfois, est-ce que les comités d'éthique sont éthiques? Voilà. Je dois t'avouer, quand je t'ai invité, j'étais très étonné que tu aies pu commettre un livre sur la mal-réglementation en étant québécois. Je vais dire pourquoi. Parce que j'avais l'idée justement qu'au Québec et au Canada, il n'y avait pas tout cet aspect réglementaire supplémentaire que nous avions un peu subi. Et c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'il y a des lois cadres au Québec et qui sont, par exemple, sur le respect de la personne ou qui sont dans le Code civil. Il y a quelque chose. Peut-être ajouter, effectivement, il n'y a pas de loi de bioéthique. Il y a un énoncé de politique des 3 conseils de recherche, sciences naturelles, santé et sciences humaines. Un énoncé de politique a été refait en 2010 et qu'on trouve en ligne. Et ça se réfère à des articles du Code civil au Québec, du Common Law dans les pays anglophones ou éventuellement du Code criminel pour certains aspects qui est une compétence fédérale. Donc, mais il n'y a pas de loi directement comme les lois de bioéthique ici. Maintenant, c'est votre tour. Je suis Yannick Bardy, je viens de la faculté de pharmacie de Montpellier. Personne n'est parfait. Et je viens de commettre un ouvrage sur le sujet des essais cliniques. Essais cliniques du patient à l'objet de science. Question en 2 points. Est-ce que vous ne pensez pas que le projet de règlement européen, qui est paru en juillet 2012, ne va pas balayer finalement nos préoccupations sur la loi Jardé en instituant un cadre unique pour toute l'Union et va s'appliquer avec la force d'un traité, et que donc, deuxièmement, par voie de conséquence, vous n'allez pas avoir une organisation en France des comités d'éthique qui sera à l'image de ce qui se fait en Belgique ou au Royaume-Uni, à savoir un comité d'éthique central qui est évoqué par la loi Jardé et des comités IRB, donc Institutional Review Board, que vous avez évoqué dans votre intervention, qui était de très bonne qualité. Je vous remercie. Marie-France. Alors, le règlement européen. Il faut l'ouvrir. Le règlement européen, de ce que j'en sais, d'abord, il n'est pas tout à fait prêt de paraître parce que, si j'ai bien compris, le pays qui devait faire la conclusion n'a pas fait son travail pour l'instant. Et donc, les délais étaient pour le mois de décembre. Et s'il n'a pas réussi à faire son travail de conclusion, ce pays, eh bien, il faudra attendre un temps pas encore défini pour que ce règlement européen s'applique. Et entre-temps, les décrets de la loi Jardé pourraient paraître. Ça, c'est la première chose que je sais, qui est peut-être fausse, parce qu'en fait, on a tellement d'informations contradictoires que c'est pas facile de se faire une idée. Ensuite, le règlement européen va s'intéresser
quasi exclusivement aux essais cliniques, un peu aux recherches portant sur les soins courants et pas du tout aux autres questions de recherche. Moi, si l'évolution de la loi va dans le sens que vous décrivez, je serais contente. Parce que je crois vraiment, intimement, que le rôle des comités d'éthique de la recherche dans la régulation des essais cliniques n'est pas le rôle qui est le plus important pour eux. Ça n'est pas là que nous avons à réfléchir aux questions d'éthique qui se posent autour des recherches. Nous sommes dans un cadre à risque, bien géré, avec des assurances. Après, l'acceptabilité pourra très bien être définie par un comité central, qui n'est peut-être pas d'ailleurs celui qui est prévu dans la loi Jardé. Et il restera suffisamment de travail au comité d'éthique pour réfléchir aux questions d'éthique qui se posent avec des recherches qui documenteront nos avis ou nos nouvelles questions. Puisqu'il faut faire des questions courtes, je vais faire une question brutale. Il faut qu'elle soit courte, je n'ai pas le temps de nuancer. Il y a dans toute la réglementation, c'est même pas dans la réglementation c'est une chose, je dirais dans l'esprit qui a géré toute cette évolution de la réglementation, de la recherche médicale par rapport au temps que j'ai connu et que je pense Claude Hurier a connu comme moi, où la recherche n'était pas réglementée par les instances civiles. Les choses ont changé beaucoup, mais ce qui me choque dans la situation actuelle, certes, il y a beaucoup on peut discuter, comme l'a fait Marie-France, sur les complexités de la réglementation. La chose qui me choque le plus, c'est l'utilisation du mot « éclairé ». Et j'aimerais beaucoup savoir ce que Marie-France, d'une part, et les autres membres du panel pensent de cet éclairage. Car je pense que si quelqu'un est éclairé, ou peut être éclairé, c'est à la grande rigueur les membres du CPP, mais le patient, sûrement pas. Je suis brutal, hein, parce que je n'ai pas le temps de nuancer, mais je pense que le patient ne peut pas l'être. Car le patient ne peut comprendre... Le patient, quand je dis le patient, je veux dire tout profane, ne peut pas comprendre, y compris dans nos CPP, le collège 2. Les membres du collège 2, les 3/4 du temps, ne comprennent pas les aboutissants, si ce n'est les tenants, mais en tout cas les aboutissants de bien des formulations d'un protocole. Le collège 2, c'est les représentants de la société civile qui ne font pas des recherches, pour ceux qui ne savent pas. Donc, je pense qu'on leurre le patient en lui faisant croire qu'on le croit capable de comprendre, donc on le monte un peu sur un piédestal, vous êtes capable de comprendre, maintenant vous nous donnez votre avis. Le patient n'a rien compris. Et je peux vous donner des exemples simples, mais si je vous dis par exemple, tiens, il y a un anticorps monoclonal qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est l'anticorps le plus cher au monde. Il s'appelle, on va l'appeler pas par son nom commercial, c'est l'eculizumab. Vous dites à un patient, on va vous faire mettre dans un protocole d'essai de cette drogue qui s'appelle l'eculizumab. Il vous répond peut-être à vos souhaits, mais si... Et si tu lui dis comme ça, il ne comprendra pas, c'est oui, sûr. Non mais, hein? Attends. On lui dit l'eculizumab, c'est un anticorps. Un effort pédagogique. Il faut déjà qu'il comprenne l'anticorps, qui va bloquer, empêcher d'agir un corps qui s'appelle la fraction 5 du complément. Bon. Alors, ou bien tu entres dans un cours sur ce qu'est le complément, sur ce qu'est les fractions du complément. Non, tu ne peux pas. Est-ce qu'il va comprendre que le blocage de cette fraction qu'on lui dit être bénéfique pour la maladie qu'on veut traiter chez lui, est-ce qu'il va comprendre que ça bloque cette fraction du complément dans toutes les pathologies qui reposent sur l'utilisation du complément et qui peuvent être tout à fait néfastes, bloquer la réponse complémentaire de l'organisme dans différentes infections qui nécessitent l'utilisation du complément pour que l'organisme se défende? Il va aller voir ça, le patient? Henri, j'avais dit une question courte. Alors, on a dit réponse courte, mais avant, je crois qu'il y a un contradicteur véhément.
C'est mon copain, donc je ne veux pas le contredire. Non, mais moi je ne suis pas d'accord parce que si je prends l'exemple, mais je veux intervenir, poser une question. Là, je réagis à Henri. Ce qu'a dit Henri, c'est très simple. Très bien, je le comprends. Il est trop scientifique. Il est trop docteur, moi je suis chirurgien. Mais ce que je veux dire, c'est que quand, par exemple, pour la greffe de main, on explique à la dame les risques qu'elle comporte, c'est-à-dire, ou de visage, vous risquez que ça rejette. Si ça rejette, vous serez dans une situation probablement pire que celle dans laquelle vous êtes. Vous prenez un traitement immunosuppresseur, ça risque d'induire de l'infection, des cancers, tu vois. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des dizaines d'études. Moi, simplement, on faisait vérifier par quelqu'un d'autre que la patiente ou que le patient ait bien compris ce qui se passe. Simplement, moi, ce que je voulais dire, alors je vais essayer d'être bref parce que je voulais faire, c'est un commentaire, une question. Oui, non, mais ça, je m'en fous. La loi de 2006, mais oublions ça. La question qui se pose, c'est que j'ai participé à un colloque très récent à Toulon qui s'appelait Innovation et désobéissance. Là, on a mal régulation. Et moi, je pense que, vous avez ajouté le mot éthique, je pense qu'il y a un peu trop de régulation ou qu'un peu trop de régulation risque de tuer l'innovation et la recherche. Et qu'il y a des secteurs où il en manque un certain nombre. À titre d'exemple, les CPP, je parle des histoires de greffe de main, par exemple, mais ça pourrait être pareil pour les visages. Les CPP locaux, impeccables. D'accord ? Après, vous adressez une agence ou une autorisation nationale. Pour la première greffe de main, c'était l'agence de biomédecine. Longue discussion, notamment avec Didier Houssin, 2 après-midi complets, pas l'agence de biomédecine, dans son service à Cochin, et on a l'autorisation. 2 ans après, c'est l'AFSAPS, devenu la NSM. Et là, je me retrouve devant un tribunal, avec des gens qui très, très, très sympas, mais qui m'encadrent, et un monsieur qui me dit, c'est pas possible que votre premier patient, qui est un type que je respecte beaucoup, je dirais pourquoi, que votre premier patient ait une sensibilité jusqu'au bout des doigts et qui bouge les muscles intrinsèques de la main. Alors je dis, mais pourquoi c'est pas possible? Il me dit, pardon? Ils ont la trouille. Non, attends, il me dit, mais non, il n'a pas la trouille. Il est trop encadré. Il est cadré lui-même. C'est un grand savant. L'explication, il me dit, vous devriez savoir qu'après amputation, l'image de la main disparaît du cortex, enfin du cerveau, et elle ne peut pas réapparaître. Donc voilà. Attendez, pardonnez-moi. Résultat des courses, on a des publications dans Science and Nature, c'est encore mieux que le New England. Enfin, les neurophysiologistes de l'équipe pour des publications, moi j'ai mon nom dedans. Et tout simplement, et je revois le monsieur quelques temps après. Il me dit, écoutez, 2 ou 3 ans après, je suis vraiment désolé, mais vraiment désolé. Il aurait pu bloquer le truc. Pour la première, il nous aurait bloqué. Donc ça veut dire, attention, que ça ne tue pas l'innovation. La deuxième question, parce qu'on parle d'éthique. Éthique et valorisation. Tu as dit une fois le mot valorisation. Et franchement, moi, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais la machine a cassé les calculs. J'avais le brevet avec un ingénieur qui travaillait avec moi, et on a construit la machine à condition qu'on abandonne nos droits. Et j'ai appris que quelqu'un d'autre avait repris le même brevet de la boîte dans laquelle on était. Et je pense que l'éthique, c'est au niveau de la valorisation qu'elle doit exister. D'autant plus qu'à l'époque, on nous disait, mais la valorisation, on s'en fout, c'est les publications. D'accord ? Sauf qu'à l'époque, on ne pouvait pas publier quand tu avais un brevet en cours. Donc, tout ça passe au bas. Et donc, est-ce qu'il ne faut pas réfléchir, Madame Mamzer, à l'éthique dans la valorisation ? Ce que nous évaluons, ce sont des notices d'information. Et les notices d'information, je partage votre avis, sont incompréhensibles. Elles sont souvent une traduction des notices américaines, ou en tout cas à visée internationale, qui sont plus rédigées sous la mode de contrat. Et on ne veut pas rater un mot, parce qu'on pourrait nous reprocher d'avoir raté un mot, ce qui n'est pas le cas en France. Et donc je pense, en tout cas j'espère, que l'information ne se fait pas sur la base de ces notices. Je crois quand même qu'on peut très bien expliquer les enjeux et les risques d'une recherche sans même prononcer le nom du produit. Et qu'on peut s'arranger pour que les gens comprennent quels sont les risques qu'on leur fait prendre et pourquoi c'est important et intéressant ou pas pour eux, et leur laisser ensuite le choix de le faire ou non. Donc je ne partage pas du tout votre point de vue sur le fait que le participant à la recherche n'est obligatoirement pas éclairé. En ce qui concerne l'éthique et la valorisation,
Je partage entièrement votre avis. Je n'ai pas développé parce que j'avais tout à balayer et que, en plus, c'est un sujet que je maîtrise peu pour l'instant. Mais même sans parler des brevets, on voit bien que là, aujourd'hui, on est en train de réfléchir à combien va-t-on faire payer l'exportation d'un entrepôt de données français à un entrepôt de données étranger, d'un scanner, d'un résultat d'échantillon biologique, etc. Et tout ça ne peut pas se faire sans être réfléchi. Il faut supprimer les brevets. Ah ben moi, je ne peux pas dire ça. Jean-François. Juste un commentaire, après vous avoir écouté les uns les autres, en particulier en ayant écouté Claude Hurier dénoncer la référence à l'équation bénéfice-risque dans cette démarche qui est l'évaluation. Il me vient que, et j'en ai dit un mot à Christian, le débat plus général est le comportement de la société par rapport à l'incertitude scientifique. L'incertitude scientifique n'est pas une propriété des chercheurs, parce que la connaissance n'est pas la propriété des chercheurs. Donc la non-connaissance, c'est la propriété de la société. Et qu'il convient que celle-ci assume l'incertitude scientifique, y compris quand c'est les ondes téléphoniques, comme l'ensemble des chercheurs qui travaillent dessus. Et que ce sujet, dans le cadre de ces rencontres, n'est pas si loin des problèmes de santé, qu'on ne puisse pas l'évoquer dans un amphithéâtre de la faculté de médecine Descartes, parce qu'effectivement, trop souvent, la réaction de la société est, on peut le comprendre, dominée par la crainte sanitaire, je vais dire, et néologisme un peu hasardeux, et que, du coup, la frilosité ou l'inconscience ou toute autre attitude vis-à-vis de la certitude scientifique est quelque chose qu'il faut débattre et creuser et qui relève peut-être de la philosophie. Oui, bonsoir. Luc Rosenbaum, président de la CME du Centre d'accueil et soins hospitaliers de Nanterre. Il y a récemment une étude qui a été publiée qui démontrait que près de 30% des études cliniques de grande taille n'étaient pas publiées. Et la question que les auteurs soulignaient, c'était un nombre substantiel de participants aux essais cliniques ont été exposés au risque d'une participation à un essai sans le bénéfice sociétal qui accompagne la dissémination des résultats. Il y a une rupture du contrat éthique passé avec les patients. Qu'en pensez-vous ? C'est vrai. C'est vrai. Bonjour, Patrice Richard, Saint-Louis. J'ai oublié de vous dire, je suis à la retraite du CNRS et de la science publique des hôpitaux. La tournure qu'a pris la discussion sur la notion de recherche se limite actuellement à la recherche clinique. Or, je peux vous dire que j'ai eu un pied dans chacune, dans la recherche clinique et dans la recherche fondamentale. Si on peut avoir sans trop de difficulté des échantillons quand on fait de la recherche clinique, aujourd'hui, il est impossible d'avoir des échantillons pour la recherche fondamentale. J'ai des collègues du CNRS qui sont en train de pleurer pour pouvoir accéder à des cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse ou de sang de cordon. Il n'est plus possible d'en avoir aujourd'hui en France. Ces recherches sur la chromatine, sur la densité de la chromatine, sont arrêtées uniquement à cause de la réglementation qui est tombée et qui s'est imposée et qui fait que plus personne ne peut en avoir. Ça, c'est une première chose. Je voulais dire aussi, c'est que quand l'APSAPS a été créé, c'est que tout simplement parce qu'il y a un Premier ministre qui a été mis en examen pour empoisonnement. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait créer l'APSAPS. Si le ministère de la Santé avait fait son travail à l'époque, quand François Gros est allé s'asseoir devant le ministre de la Santé en lui expliquant que ça bardait et que ça allait très mal au Centre national de transfusion à l'époque de Garetta, s'il avait constitué depuis longtemps ou pensé à constituer à ce moment-là un comité équivalent à l'APSAPS, on n'aurait pas eu l'APSAPS. C'était interne au ministère de la Santé. Ce que je trouve inimaginable, c'est qu'il ait fallu que ce soit un Premier ministre qui décide de créer une instance de régulation du système de santé, qui n'est pas son métier. En ce qui concerne votre première question, je suis très étonné dans la mesure où désormais, heureusement, avec un certain retard, mais heureusement ça se développe, le sang placentaire est maintenant tout à fait accessible. Et je vous signale d'ailleurs que dans quelques semaines, il va y avoir une remise d'un prix de recherche par l'Académie des sciences à 2 chercheurs qui utilisent les cellules souches du sang placentaire. Le deuxième point, l'APSAPS n'a pas été créée par un Premier ministre en réponse au sang contaminé. Elle a été créée par une proposition de loi du Sénat qui a créé l'APSAPS, l'AFSA et l'Institut de veille sanitaire.
Donc ce n'est pas tout à fait ce que vous venez de dire. Et l'agence du médicament qui était à l'origine et qui est devenu, on a étendu les attributions d'agent du médicament aux autres produits de santé. Voilà quelle est l'histoire très, très résumée de la création des agences de sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme. À l'époque, l'environnement, autre risque n'était pas pris en compte. On pouvait avoir du sang de cordon facilement auprès d'une clinique d'accouchement, sans trop de difficultés. C'était un déchet opératoire. Pour la recherche, c'était pas difficile. Le fait qu'on ait voulu valoriser le sang de cordon, ce qui était une bonne idée au départ, a fait que son prix a triplé. Allez demander à l'EFS combien ils vendent aujourd'hui une poche de sang de cordon. Vous allez voir, d'ailleurs, c'est absolument anormal, parce que ça veut dire qu'ils font du bénéfice sur la collection des cellules. C'est dans les 300 € une poche de sang de cordon. Vous allez avoir 80 minables ml de sang pour 300 €. C'est absolument scandaleux, et personne ne peut travailler dans ces conditions. Écoutez, ce que vous dites est intéressant et grave, et je vous propose d'en discuter tout à l'heure, parce que nos informations sont tout à fait en opposition, dans la mesure où il y avait un retard voulu par l'agence de biomédecine, qui contestait d'ailleurs l'intérêt du recueil du sang placentaire. Et depuis, il y a eu des efforts considérables qui ont été faits. Et je vous signale d'ailleurs que le prix de vente des prélèvements en international était beaucoup plus élevé que le prix de vente des prélèvements en France. Bref, je connais assez bien la question. On a des données qui sont contradictoires. On ne va pas en faire un débat sur un point extrêmement important. Retenez en tout cas que la promotion maintenant du sang placentaire, lente à mettre en place, et maintenant effective. Et je crois que c'est ça qui compte, entre autres par rapport aux difficultés qu'on a à pouvoir satisfaire les besoins avec les prélèvements de greffe de moelle. Marianne Loriot, donc professeure de biochimie à la faculté de médecine Paris-Descartes. Je voudrais faire un commentaire, éventuellement appeler un avis de votre part sur l'utilisation de l'ADN et les recherches qui sont faites sur l'ADN, puisqu'on est rentré vraiment dans l'ère de la médecine personnalisée, de la diffusion des tests génétiques, que ce soit la génétique constitutionnelle, de la génétique somatique, qui ne sont pas forcément d'ailleurs des tests qui aboutissent à des caractéristiques identifiantes du patient. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut faire évoluer très rapidement la prise en compte de ces recherches en génétique pour pouvoir complètement intégrer l'utilisation de ces nouveaux biomarqueurs dans l'évaluation? Alors je ne sais pas si la terminologie est correcte, j'allais dire évaluation des soins courants, mais je crois qu'il ne faut pas parler comme ça. Donc sur la recherche de l'optimisation des nouveaux traitements ou d'anciens traitements d'ailleurs. Je ne veux pas m'excuser de prendre le micro, puisque je le prends tout en m'excusant. Mais pourquoi? Parce que la question que vous venez de poser est à rapprocher d'un élément de la présentation qui concerne les biobanques et les tumorothèques, enfin tout ce qui est la conservation de ces produits dont on voit combien ils sont indispensables maintenant au progrès des connaissances. Et c'est le consentement. Le consentement, dont je ne dirais même pas le consentement informé, simplement la réponse, elle est claire. Et je suis étonné, tout en ayant quelques idées pour ce qui explique ce retard, il y a une solution qu'avec quelques juristes nous avons mis au point il y a 2 ou 3 ans maintenant, et qui est ce que l'on appelle le consentement optionnel. C'est-à-dire que le consentement éclairé ou informé d'une personne qui accepte qu'on utilise sa tumeur ou son prélèvement biologique à des fins de recherche pour une recherche précise, c'est le consentement informé, aurait la possibilité d'autoriser, au moment où on recueille son consentement, la possibilité d'utiliser ces prélèvements à des protocoles d'essai d'une autre nature. Autrement dit, le changement d'usage qui pose un vrai problème par rapport au respect du consentement informé, qui interdit donc d'utiliser ce prélèvement d'une personne à des fins de recherche autres que celles pour lesquelles elle a consenti, se trouverait facilement résolu par un consentement optionnel recueilli au moment où on recueille son consentement, et qu'elle soit vivante, y compris au moment où elle est décédée, après qu'elle soit décédée, a évidemment une valeur tout à fait particulière. Et ceci répond à une réflexion tout à fait brutale d'un collègue parlementaire quand on avait évoqué ce point. Il m'a dit « Mais je ne comprends pas pourquoi tu te casses la tête quand les gens sont morts. Ils sont morts. » Voilà. Alors c'est quand même un choix éthique sur lequel j'appelle votre attention. Ben, sur le même point,
évidemment, tu as évoqué, quand c'est des données génétiques, ce sont des données génétiques, là, même s'ils sont morts, on peut découvrir des tendances lourdes ou des prédispositions familiales. Et là, entre en jeu la question de ségrégation, discrimination. Mais ce qu'ils ont fait chez nous dans la grande étude qui s'appelle Carthagène, où on veut identifier des prédispositions génétiques dans certaines populations, on a demandé aux personnes, un peu comme tu le mentionnes, ils donnent leur consentement pour la recherche elle-même et ils demandent « Acceptez-vous d'être recontactés ?» en espérant qu'elle ne soit pas morte. Mais si elle était décédée, on peut demander l'autorisation d'un comité d'éthique. C'est comme ça un peu que la chose a été résolue. Oui, je voudrais faire un commentaire et poser une question. Je suis directeur de recherche à l'INSERM et je voudrais témoigner du fait que je trouve qu'au cours des 2 dernières décennies, il y a eu un allongement considérable du temps mis à obtenir l'autorisation de débuter les recherches. Et je trouve que la réponse qui a été faite au collègue qui a posé une question sur la réglementation européenne était quand même un peu courte, car j'ai eu l'occasion de collaborer avec d'autres collègues européens pour lesquels la mise en place des recherches est à l'évidence beaucoup plus courte. Est-ce que les participants à ces recherches sont moins bien protégés dans les autres pays européens? C'est quand même une question. Ensuite, bon, je vois bien que c'est quand même les comités d'éthique qui sont mis en avant, mais du point de vue des chercheurs, il y a aussi la question du promoteur et la question de la NSM et de la CNIL. La question du promoteur est quand même intéressante parce qu'il n'existe pas dans les autres pays européens. Quand je parle avec les collègues à l'étranger, ils ne comprennent pas ce qu'est un promoteur, malgré le fait que je dois leur expliquer de façon allongée. Ils ne comprennent pas que le promoteur doit être à l'initiative de la recherche, et en effet, dans bien des cas, le promoteur n'est pas à l'initiative de la recherche, c'est le chercheur. Et c'est le chercheur qui pose la question, qui définit le protocole. C'est en général le chercheur qui trouve le financement, et pourtant, c'est le promoteur qui est le propriétaire des données et des résultats. Alors, la deuxième question, c'est pourquoi ? Alors, en ce qui concerne la durée de réponse, en effet, avec le règlement européen, ça va aller beaucoup plus vite, parce qu'il y aura 15 jours, et puis après, le temps qui sera accordé aux comités d'éthique locaux, puisque la régulation éthique, elle se fera à la discrétion de chacun des pays européens. Donc là, on sera peut-être encore les derniers de la classe, mais on verra. Mais c'est vrai qu'on gagnera du temps pour les essais cliniques. Pour les autres types de recherches, si elles ne sont pas régulées et prises en compte par ce règlement, je pense que on aura besoin de travailler pour raccourcir les délais de réponse, mais peut-être qu'en ayant moins de travail et en passant moins de temps à examiner les projets de recherche biomédicaux, on aura l'opportunité de réfléchir et de s'organiser pour être plus rapide sur les projets de recherche fondamentaux. Le promoteur, pour tout le monde, puisque je crois qu'un certain nombre de gens ici ne savent pas ce que c'est, le promoteur, c'est donc la personne qui finance la recherche. Dans la loi, il est dit qu'elle organise, s'assure que les moyens sont accordés pour que la recherche puisse être conduite à son terme. Et depuis 2000, elle prend l'initiative et elle a, depuis 2004, depuis la dernière révision de la loi, le promoteur est l'interlocuteur unique des instances de régulation. Donc en effet, nous n'avons théoriquement, ni nous, ni la NSM, le droit d'échanger directement avec le chercheur. Et à chaque fois qu'on le fait, en fait, ça crée des embrouilles supplémentaires et ça ralentit encore le circuit. Pourquoi ? Je ne peux pas vous répondre. Ça, c'est plus une question de législateur. Ah, mais ça m'étonne vraiment, parce que chez nous, le promoteur, par exemple, une compagnie pharmaceutique donne 15 millions à un fonds de recherche pour une recherche. Et il perd le contrôle sur le 15 millions. C'est le fonds de recherche, les chercheurs, les comités d'éthique qui décident des échéanciers, de tout. Et à un moment donné, parfois, ça crée un peu de difficultés, mais ils ne décident pas des suivis, ils ne décident pas de l'éthique, rien de ça, le promoteur. Aux États-Unis, je crois que c'est la même chose. Ça au Québec. Pardon?
Quand je te disais que la recherche n'était pas si mal que ça. Non, quand on se compare, on se console, mais voilà. Mais pour ce qui est de ça, c'est vraiment le fonds de recherche qui va. Parfois, l'autre chose qui crée un problème aussi, c'est lorsqu'un projet de recherche est à la fois financé par des fonds privés et par des fonds publics. Là, il y a une autre problématique qui est parfois compliquée. Il reste 2 questions, monsieur. Bonsoir, Jean-Yves Lecaud. Je suis professeur à l'Institut de biomécanique humaine des arts et métiers. On a beaucoup parlé de médicaments, de thérapeutiques, de génétique, de cellulaire. Et moi, je voudrais vous interroger sur d'autres domaines. C'est en fait, quelle est l'application de toutes ces lois dans le domaine de l'ergonomie, de la biomécanique, de l'analyse des mouvements, de la rééducation fonctionnelle. C'est en fait dans tout le cadre de toutes ces recherches qui sont absolument non invasives, de ces recherches dans lesquelles il n'y a pas de prélèvement, mais dans lesquelles on peut bien entendu mettre des patients en situation de risque. Mais pour moi, en tout cas, la réponse, elle est simple. Au départ, la loi était pour la protection des personnes dans la recherche biomédicale. Protection des personnes, ça signifie que quand on est sûr qu'il n'y a pas de risque pour la personne, eh bien on n'est pas dans le champ de l'application de la loi initiale. Ce que j'ignore, c'est si avec les extensions, les modifications dont on a parlé aujourd'hui, est-ce que ce que je vous dis là reste vrai? Mais s'il n'y a pas de risque, certitude, c'est ce que vous dites, sauf si on se casse une jambe en montant sur une machine et qui est à l'essai. Mais le point de départ, c'est la loi d'ailleurs. Un des fondements de toute loi, c'est la protection de l'individu, la protection du citoyen. Eh bien, on est dans le domaine de la recherche biomédicale. S'il y a un danger pour la personne, on est dans la loi et la loi doit assurer la meilleure protection possible. S'il n'y a pas, au contraire, de risque pour la personne, on n'est pas dans le champ de l'application de la loi. C'est pas difficile. Alors aujourd'hui, on est un peu en difficulté parce qu'en effet, on n'est pas dans les soins courants, on n'est pas sur les recherches portant sur les produits. Avec l'évolution prévue, on va sortir de cette difficulté puisqu'on va travailler vraiment sur l'évaluation du risque et des contraintes. Et donc si le risque est avéré, ça repassera en catégorie 1 et ça ressortira d'une régulation plus lourde. Je le dis en supposant que c'est effectivement comme ça que ça va se faire puisqu'on n'a pas les décrets d'application. Non, la dernière question, je vais dire à James, 2 words, only 2 words. Je vous remercie. Et je suis très, très ému de voir Claude Laurier, tous les gens que j'ai eu le privilège de connaître. J'ai posé la question à la direction de Président Obama et les Center for Medicaid, Medicare Services of the United States depuis le Sunshine Act de 1976. Et dans ce qui était intéressant dans votre présentation, c'est le rôle de patiente. Et dans la dernière partie, en décembre 31, 2013, toute fabrication de toute recherche doit être déclarée à la fois à l'FDA, à la fois à la portail AMA ou pour les médecins, et à la fois à toute information donnée à les patientes. En janvier 1er 2014, le Centre Medicare et Medicare Services of the United States, selon la déclaration de M. Obama, a promis que toute recherche sera déclarée par le NIH, FDA, CDC et les académies, spécifiquement pour le gouvernement, et ensuite, surtout avec les nouveaux médicaments, les biomarqueurs, etc., je répète tout ça, et que ceci a été déclaré par Dina Pushkin, qui est sur la commission, qui dirige la commission de Obama Healthcare, et qui m'a envoyé ce message pour simplement vous dire ce qui était le positionnement actuellement aux États-Unis pour assurer que chaque patiente et chaque citoyenne peut avoir les informations, combien ils ont gagné, combien de données, combien de patientes et depuis combien de temps existent les résultats. Voilà. Est-ce que ce sera les recherches financées par des fonds publics et des fonds privés? Les fonds privés seront public et privé. Public et privé. Ah, public et privé. Parce qu'il y a plus de tous doivent passer par
l'informatique et donc tous les problèmes juridiques et légaux qui ne sont pas trouvés sur le portail que le gouvernement américain a approuvé et pas utilisés dans les procédures contre ces recherches. Et ils ne sont pas valables. Je vais passer donc une conclusion, peut-être vous demander d'applaudir les intervenants, car je crois, comme l'a dit Jean-François Girard, qui devait partir à 19h et c'est à 21h qu'il est parti. Voyez donc son intérêt. Pareil du doyen qui devait partir aussi à 20h, il est toujours là. Ça montre l'importance. Par contre, j'ai quelques annonces à vous faire. Les prochaines rencontres vont être des rencontres internationales. Et donc, à ce titre-là, nous n'allons pas changer les dates, mais nous risquons éventuellement d'intervertir les personnes. C'est-à-dire que la prochaine fois, c'est le 7 janvier. Ça s'appelle une révolution pédagogique, la médecine narrative. Et ensuite, c'est au mois de février, des corps et des vivants. Nous risquons de les intervertir. C'est ça que je voulais vous dire, dans la mesure où il y a Rita Sharon qui vient d'Angleterre et notre doyen a placé... De New York, pardon. Et donc, enfin, il a fait le tour du monde en quelque sorte, et donc vient nous éclairer, c'est le moment de dire, l'éclairage de ces savoirs. Deuxième élément, le 6 décembre prochain, vous allez avoir, le 6, mais il y a aussi le 10, le 6 décembre prochain, vous avez toute une réunion sur la médecine personnalisée, sur la médecine ciblée dont on vient de parler, qu'elle utilise les entrepôts de données. C'est au 12 rue de l'École de médecine, pendant l'entière journée. Vous êtes invités. On invite des collègues comme nos collègues tambourins. On fait intervenir également la personne qui dirige la santé publique chez Obama grâce à James Goldberg. Donc, et on va avoir celui qui s'occupe de l'ORTC, c'est-à-dire par rapport au cancer, au niveau de Bruxelles, qui est M. Di Cato. Donc le 6 décembre, si vous êtes libre, c'est au 12 rue de l'École de médecine. Et enfin, et tu as raison, bien sûr, un doyen a toujours raison, de toute façon. Le 10, nous avons, dans le cadre d'un programme qui s'appelle CARPEM, dont nous faisons partie un certain nombre d'ici, nous avons une réflexion avec Hervé Friedman à 18h dans le cadre des rencontres Hippocrate. Je vous conseille fortement d'y venir car nous allons avoir deux interlocuteurs. Michel Stanton-John connaît bien le protagoniste puisqu'il s'agit de Pavel Hamet qui, depuis 25 ans, développe justement ceci au niveau du Canada. Et il y aura en visioconférence un collègue désigné par le doyen de la faculté de médecine d'Ottawa que tu avais reçu il y a 1 an et nous avions dit que nous continuerions à travailler ensemble. Et donc, ils discuteront avec Hervé Friedman qui présentera, qui est un des chercheurs de ce projet CARPEM, qui est de la médecine personnalisée dans le cadre du cancer, eh bien, ils discuteront tous les trois avec, bien entendu, le public que vous êtes vous-même. Donc, je vous confie que vous êtes plus qu'invités à ces différentes réunions, car il y a un véritable fil rouge, c'est-à-dire que les éléments qui auront été dits aujourd'hui, bien entendu, vont être exploités dans les autres réunions. Merci beaucoup et bonne soirée.